C'est une matinale spéciale qui s'ouvre, ce plateau consacré à la journée de la Révolution et des forces armées de la RDC. Nous parlerons donc de nos forces armées, mais également de cette journée qui anciennement était la journée de la libération. C'est un échange durant quelques heures avec des professeurs d'université, un avocat, mais également des kabylistes pour essayer de voir quels sont les acquis même de cette journée, l'importance qu'on peut accorder à cette journée et pourquoi encore la célébrer. Mes invités, c'est donc le professeur Arsène Mwaka, professeur à l'université de Kinshasa et auteur de plusieurs publications sur l'insécurité au Nord Kivu, mais également député national. Monsieur le professeur, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de Télé 50. Bonjour, merci beaucoup, M. Gaëtan. Merci de l'invitation. Vous êtes élu de Béni. Oui, justement. Je suis élu de la ville de Béni. La ville de Béni, il y a beaucoup d'habitants de Béni qui vous suivent en ce moment. La région est minée par l'insécurité, l'avancée tantôt de M23. Donc on va parler des FARDC. Comment sont-elles perçues sur place? En gros, vos publications tournent autour de quoi concrètement? Oui, généralement, je travaille sur la conflictualité et les violences au Nord Kivu et dans la région des Grands Lacs. Et cela inclut justement tout ce qui a trait au conflit foncier, au conflit politique, au conflit ethno-politique et ethno-régionaux. Et donc, c'est l'essentiel de ce que je fais au-delà de l'épistémologie de la science politique. Merci beaucoup, monsieur le professeur. À côté de vous, c'est Benjamin Nyakalala. Bonjour, Benjamin Nyakalala. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Un bon matin comme ça, 17 mai, vous venez débattre de ce sujet pendant des heures en tout cas. Vous êtes membre de la fondation Laurent Désiré Kabila. Ancien Kadogo. Alors ça, c'est une précision de taille. Ah bon? De tous les Kadogo mobilisés. Comme démobilisés, justement, oui. Comme quoi, vous êtes toujours en contact, tous les Kadogo démobilisés. Vous êtes passé à autre chose, c'est vrai, il y a beaucoup d'années. Il y en a qui sont devenus politiques, professeurs à l'université. Voilà. Vous nous direz en tout cas qu'est-ce qui reste de cette entrée de l'AFTL. Comment se porte la fondation actuellement? C'est vrai que vous avez été secoué pendant un moment là. Non, la fondation se porte très bien. On ne peut pas être secoué avec des actes pareils. On est habitué à ça. Ok. Oui. C'est pas nouveau pour vous. On en parlera un peu plus largement après. Alors je vais donc comme ça accueillir le professeur, plutôt d'abord l'avocat maître Achille Kapanga. Bonjour maître. Merci beaucoup. Nous sommes très contents d'être reçus sur ce plateau. Je suis également l'un des anciens maires de la ville de Béni. Ok. Oui, on a beaucoup, même avec l'AFDEL de Musée Laurent Désiré Kabila, on a un peu travaillé. On a une expérience dans beaucoup de domaines, politiques, sécuritaires et consorts. Nous pensons que pour nous, c'est une occasion d'échanger avec les téléspectateurs, d'échanger avec les co-débatteurs, pour que les gens tirent une petite leçon de la petite expérience que nous avons acquise pendant tout ce temps que nous sommes dans ces domaines politiques, juridiques et consorts. Merci beaucoup Benjamin Nyakalala, donc ressortissant de la région de Béni. Pour terminer, en attendant peut-être notre dernier invité arrive, je vais saluer le professeur Antoine Roger Lokongo. Monsieur le professeur, bonjour, bienvenue à vous également. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. Je souhaite un bon jour férié à tous les téléspectateurs et je me félicite beaucoup de l'organisation de cette émission parce que elle a un aspect récapitulatif, c'est-à-dire nous allons revisiter l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 17 mai? Merci beaucoup. Alors vous êtes professeur des universités et ancien compagnon de Mouzé. Voilà, je suis kabyliste convaincu. Voilà. Convaincu. C'est ce que vous pouvez dire de moi. En gros. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, le décor est planté. Je vais donc poser ma toute première question. Je préfère rester chez vous, là, monsieur le professeur, Antoine Roger Lokongo. Pourquoi est-il important de commémorer ou de célébrer encore cette journée du 17 mai, quoi qu'elle a changé d'appellation? Voilà, moi je suis venu pour rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui s'est vraiment passé le 17 mai.
il y a des choses qui se sont passées le 17 mai. D'abord, sur les plans externes, parce que les ténors du régime actuel ne cessent de dire que c'est Laurent Désiré Kabila qui nous a amenés, les Rwandais. Historiquement, c'est faux et archi faux. La présence des commandos rwandais et ougandais au sein de l'AFDEL, c'était tout simplement un arrangement pratique. C'est-à-dire, Mouzé Kabila avait besoin du territoire rwandais et ougandais pour faire passer les armes et chasser les dictateurs, les kleptocrates Mobutu. Mais alors, Museveni et Kagame ont exigé une contrepartie. Alors, c'est pourquoi on a vu Mouzé Kabila venir avec 300 officiers rwandais et ougandais. 300. Et la contrepartie, c'était quoi? Ces 300 officiers-là étaient chargés de détruire les camps des Interahamwe qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994. Et alors, avec 300 officiers rwandais, ils ne pouvaient pas libérer tout un grand pays comme le Congo et ils ne pouvaient pas envahir un grand pays, un pays continent comme le Congo le 2 août 1998. Nous ne cessons d'expliquer que c'était un complot ourdi de longue date, l'agression de 1998. Alors dire que c'est Kabila est venu dans les sacs des Rwandais, il nous a apporté les Rwandais, ce n'est méconnaître l'histoire parce que, vous savez, c'est Mobutu qui a octroyé la nationalité collective aux Tutsis. Bien avant cela, les Tutsis fiaient les théories interethniques. Ils se sont installés à Minembwe. Bien avant cela, pendant l'indépendance, les Tutsis, quand les Hutus ont pris le pouvoir, ils sont venus au Congo. Bien avant cela, les Belges ont amené les Tutsis, les Hutus ici au Congo parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre dans les plantations et dans les mines. Donc, accuser Laurent Désiré Kabila de nous avoir amené les Rwandais ici, c'est faux et archi faux. Alors, sur le plan interne, je voudrais dire que politiquement, Laurent Désiré Kabila a été le seul vrai opposant au régime de Mobutu Sese Seko. Pas Etienne Tshisekedi, parce qu'Etienne Tshisekedi était avec Mobutu du début à la fin. On va arriver au plan historique, on va visiter l'histoire ensemble. Sur le plan interne, si je peux compléter un peu. Oui, très rapidement. Vous êtes un vrai Kabiliste, vous êtes amené avec un livre même. Oui, voilà, il y a un livre. C'est le livre, c'est écrit Kabila de la Révolution congolaise. Et la Révolution congolaise, écrit par Ludo Martin. Ça, c'est la Bible dit kabylisme. Oui. Et j'invite les téléspectateurs à lire ce livre ou à le relire s'ils l'ont déjà lu. Parce que c'est très important, toute la vérité sur la révolution de l'AFDEL est là. Tout est là. Donc c'est très important pour vous de révisiter l'histoire, de replacer les choses dans leur contexte, parce que vous pensez que la mémoire de Kabila est peut-être désacralisée. Son histoire est méconnue aussi, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais poursuivre en disant que c'est Laurent Désiré Kabila qui a été le seul vrai opposant dans ce pays. Il a dit lui-même, il n'a jamais été zaïrois. Il n'a jamais été zaïrois. Et je répète, en tant que professeur et avec toute objectivité, parce que Mouzé Kabila nous a appris à aimer le Congo d'abord, ne jamais trahir le Congo. Il nous a enseigné de ne pas aimer le Congo avec des sentiments. Parce que si vous aimez le Congo avec des sentiments, vous risquez de verser facilement dans le tribalisme, dans les jouissances, dans les détournements, dans l'appropriation du patrimoine de l'État qui appartient à tous les Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et alors, je peux dire, sans peur d'être contredit, que sans la révolution de Laurent Désiré Kabila, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne serait pas président aujourd'hui. Parce que c'est Kabila qui a restauré la démocratie dans ces pays, restaurer le cycle des élections, et puis ce qui a fait que Félix Tshisekedi accède au pouvoir. C'est ça.
Monsieur le professeur Arsène Mouaka, vous partagez cet avis du professeur Antoine Roger Lokongo? Sûrement pas totalement, puisque nous avons un devoir pédagogique, didactique, pour rendre au pays son histoire. Chaque acteur de notre histoire a joué son rôle. Mobutu a joué son rôle. Étienne Tshisekedi a joué son rôle. Laurent Désiré Kabila a joué son rôle. Il convient de dire que l'histoire de Laurent Désiré Kabila ne commence pas seulement avec l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Non. Son histoire commence dans le mouvement lumumbiste, voilà. qui était un mouvement nationaliste luttant contre l'impérialisme et la décolonisation. Et donc c'est dans cette acception qu'il faut d'abord le prendre. Et donc on ne peut pas seulement l'analyser comme un opposant à Mobutu, sinon on fausse l'histoire. Il faut recommencer son histoire pour dire c'est d'abord quelqu'un qui croit que le Congo appartient aux Congolais et qui assimilait Mobutu à l'impérialisme contre lequel lui se battait. Et le concours de circonstances ont fait que dans un mouvement auquel il n'a pas appartenu à l'origine, parce que ce mouvement est d'abord étranger. Ce sont les étrangers qui pensent qu'il est temps d'en finir avec Mobutu dans un jeu de contradiction entre les différents États qui se battaient par milices et bandes armées interposées. Il y a des pages d'histoire qui ne sont pas écrites et qui ne sont pas communiquées dans nos relations avec les Ougandais, dans nos relations avec les Rwandais, dans nos relations dans la région des Grands Lacs, qui ont fait que les États voisins, principalement le Rwanda et l'Ouganda, ont décidé d'envahir le Congo et de résoudre les contradictions qui ont prévalu et qui sont ignorées par nombreux qui veulent analyser. Parlons d'abord Parmi ces contradictions, existait Laurent Désiré Kabila comme un de ceux qui étaient rebelles dans la région de Béni. Et pendant... Exactement, c'est des pages d'histoire justement ignorées. Laurent Désiré Kabila a fait de la résistance après la chute de Lumumba. Il était au Maquis, c'était des guérillas comme ça, mal organisés, a même dit Che Guevara qui a tenté de vouloir je dirais, partager sa révolution, mais ça n'avait pas marché. Comment on a quitté ces guérillas où on faisait les affaires à la vraie révolution beaucoup d'années plus tard, si ce n'était pas l'apport des étrangers aussi? Oui, je voudrais dire, Laurent Désiré Kabila rentre au Maquis après l'arrivée de Mobutu au pouvoir. Alors que Mobutu crie pour dire qu'il a pacifié tout le Congo, le Maquis de Fizi va demeurer et Laurent Désiré Kabila va rester en brousse pendant très longtemps. Une lutte va être lancée contre lui, sans nécessairement en finir. Son Maquis a été critiqué par Che Guevara et beaucoup d'autres observateurs. Il y a le professeur Cosma Wilungula qui a écrit aussi un ouvrage là-dessus, sur l'organisation interne et toute la désorganisation du Maquis. Mais cela n'a pas fait de Kabila quelqu'un qui a cessé de se battre. Ce qui fait que autour des années 90, Laurent Désiré Kabila quitte le Sud Kivu. Par l'intermédiaire de l'Ouganda, il part se retrouver dans la région de Kasaka, nord-ouest de Kasindi, à la frontière ougando-congolaise. Il s'y retrouve avec un mouvement, sûrement, généralement quand il opérait, c'était le PRP. Il opère avec le PRP et avec un certain François Mupaya, il occupe même le groupement et la chefferie de Watalinga. Il occupe. Et cela a été pratiquement démantelé dans les années 94. Donc jusqu'à 94, Laurent Désiré Kabila a occupé une autre partie du pays par ses lieutenants, et un de ses lieutenants qui s'est retrouvé, qui a été démobilisé, ramené au niveau de Massissi, qui s'appelait François Mupaya. Et donc, il va pouvoir opérer avec d'autres, entre guillemets, révolutionnaires, tels que Kibingu Marandura, tels que Kissa Sengandu, et beaucoup d'autres, parmi lesquels Lambert Mende, qui a été dans ces mouvements au niveau de la frontière, puisqu'il y a une constellation de mouvements rebelles qui s'organisent contre Mobutu juste après l'arrivée de Museveni au pouvoir en 1986. C'est dire que quand Museveni arrive au pouvoir, il y arrive avec quelques Congolais lumumbistes qui étaient dans ses rangs
qui l'accompagnaient, qui s'étaient soit réfugiés au Soudan, soit en Ouganda, à Kiakwa, dans le cas de Kiakwa. Et quand il arrive au pouvoir... Avec les Tutsis rwandais aussi. Avec les Tutsis rwandais, exactement. Et donc, quand il arrive au pouvoir, comme dans tous ces mouvements dits de libération, les Ougandais ont le sentiment d'être envahis. Quand Museveni arrive au pouvoir avec des étrangers, les Ougandais ont le sentiment d'être envahis. Et c'est comme ça, Museveni, très intelligent, il va dire, alors pour vous les Rwandais, nous allons organiser pour que vous alliez chez vous libérer votre pays. Et c'est là la création du FPR. Et pour vous les Congolais, on va vous orienter aussi pour que vous puissiez libérer votre pays. Et on crée un mouvement pour la libération du Congo qu'on a appelé le Front pour la libération du Congo. Et donc, on se retrouve avec d'autres mouvements qui viennent s'ajouter, qui se créent, parce que nous, Congolais, on est très intelligents. Et donc, il y a eu une multitude d'autres rébellions qui se sont créées. Et parmi ces rébellions, Laurent Désiré Kabila arrive aussi. Oui. Il arrive avec le PRP et il opère jusqu'à 1994. Et donc, ces mouvements ont été attaqués par les forces armées zaïroises. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu exacerbation de tout ce que les voisins nous reprochaient. Eh bien, c'est comme ça qu'à partir de 1996, il y a pratiquement l'envahissement du pays par des pays étrangers qui vont trouver Laurent Désiré Kabila comme quelqu'un qui va porter leurs revendications, à donner la couleur nationale à un mouvement qui est d'abord foncièrement étranger. Mais le génie de Laurent Désiré Kabila, c'est d'avoir réussi à détourner. Et c'est dans la tentative, justement, dans les efforts de détournement de ces mouvements qui n'étaient pas de Laurent Désiré Kabila, mais des États étrangers avec des puissances étrangères. Est-ce que c'est du génie, ça? Parce que ça lui a coûté cher aussi. C'était une épine dans ce pied, apparemment. Non, c'est du génie. Parce qu'il fallait sauver le pays. Vous savez, dans toutes les contradictions qui se retrouvent dans la région des Grands Lacs, notez que le principe qui guide les acteurs politiques, et même les acteurs qui sont armés, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. L'ami de mon ennemi et mon ennemi. C'est cette logique-là qui a mis en difficulté et notre pays et les relations entre les États, puisqu'on ne regarde pas les fonds, mais on regarde seulement l'objectif que visent les acteurs. Et ce n'est qu'après l'action que finalement les contradictions réapparaissent pour dire ceux ici avaient pour mission d'envahir le pays, l'autre avait pour mission la libération du pays. C'est dire que Laurent Désiré Kabila, comme quelqu'un qui s'est battu depuis toute sa jeunesse pour la libération du pays, il s'est battu contre l'impérialisme, lui avait l'objectif de libérer le pays quand les autres voulaient l'envahir. Et donc, le revirement qui va s'observer à 1998 va faire que les autres qui voulaient envahir vont rentrer et créer le RCD. Et donc, lui reste ici avec le reste d'AFDEL et finalement... Justement. Alors, avant de passer la parole à Benjamin Nyakalala, entre Laurent Désiré Kabila, les Ougandais et les Rwandais, qui est allé chercher qui en premier? Non, mais c'est clair, Laurent Désiré Kabila a été recruté. Il en avait fini avec la rébellion, il était à Kigoma, il a été recherché parce qu'il fallait trouver quand même l'image de quelqu'un qui s'est beaucoup battu. C'est l'Ouganda qui a présenté Laurent Désiré Kabila au Rwandais et aux États-Unis. Et finalement, c'est de l'histoire qui est écrite. On n'est pas en train de raconter. On peut lire des auteurs comme Jaume Massombo, on peut lire des auteurs comme Gauthier de Villers, on peut lire Jacques-Claude Willam, on peut lire Eric Hennes, on peut lire autant d'auteurs qui ont écrit sur cette histoire qui est réelle et qui est vraie. C'est mieux de lire d'abord ça, professeur. La Bible du kabylisme, oui, on va en parler. Benjamin Nyakalala et Eric Hennes, l'ennemi de Kabila. C'est mieux de lire ça d'abord. Merci. Il y a des contre-vérités là-bas, M. le professeur. Oui, Eric Hennes. Vous allez pouvoir le recadrer tout à l'heure. Benjamin Nyakalala, élève d'elle s'est créé comment pendant cette période-là? C'est mieux. D'accord. D'accord. Je corrige d'abord. Oui, allez-y. Vous savez que Museveni et Kabila, ce sont des amis de longue date. Quand on dit on est allé recruter Musée, non, c'est faux. Parce que Musée était dans les mêmes acquis de Museveni pour libérer l'Ouganda. Oui. Dans les années 80 comme ça. Et c'est là où les Paul Kagame, Rwigema étaient aussi. Bayebi Musée très bien, que c'est un gars rebelle.
pour dire qu'on a recruté, ça c'est faux et archi faux parce que Museveni et Rwigema connaissent Kabila. Ils avaient quoi en commun alors, à l'époque? C'était juste pour libérer l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Burundi. Parce que ce sont des dictateurs qui étaient là. Et Musée est vrai dans la région des Grands Lacs. Makinaï, Ezakina, Fizi, Barak. Aucun jour, Mobutu a tiré le colonel à Fizi. Il y avait les commandos qui étaient placés à Luberizi, les bérets verts. Batikala qui contrôlait Fizi. Pourquoi? Non. Mouvement Musée Zalaki Kona. Et la population soutenait Musée. Mais ici à Kinshasa, on ne savait rien et on ne disait rien à la population. Mais nous qui étions au Sud-Kivu, on savait que Makiwana existait. Avec comme leader aussi Musée Laurent Désiré Kabila. Et c'est là où la guerre de libération avait commencé, à Fizi. Soutenu maintenant par les Rwandais, l'Ouganda, l'Angola et les États-Unis. Okay? Parce que nous, on a vécu tout ça. Chacun avec son objectif. Je vois le maître en train de réagir vite. Maître. En fait, moi, je pense que nous devons nous dire certaines choses et ne pas les prendre superficiellement. Vous savez très bien qu'il y a une colonisation de l'Afrique. Beaucoup de gens ignorent que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. L'Afrique a été colonisée. La RDC n'a pas été exclue. Et les Belges, les colonisateurs sont partis. Mais à partant, beaucoup n'étaient pas contents. Parce que quand vous laissez votre bité, vous ne serez pas content. Il fallait organiser certaines personnes qui peuvent être exploitées pour tel ou tel autre objectif. Kabila, il aura des armes où? Je me rappelle, il a été formé en Russie, à moins que je me trompe. Donc, il a fallu, avec le capitaliste et le communiste, il y avait déjà des tendances. Comme le Lumumba avait la tendance communiste, c'est là où les capitalistes n'étaient pas contents avec lui. Alors, il fallait maintenant et Kabila, lui, avait quelle tendance, en fait, aussi? Quand on dit Lumumba, on voit déjà... Quand on dit Lumumba, on voit déjà, oui, on voit déjà Kabila. Mais pourquoi les Américains étaient derrière lui, finalement? Non, c'est là où je suis maintenant. Oui. Vous savez, un moment là, quand il sera utilisé par les communistes, ça n'a pas réussi. Parce que les États-Unis se sont imposés sur le plan mondial, ils sont devenus forts plus que l'URSS. Alors, à fragiliser la force de l'URSS, ce sont maintenant les États-Unis qui sont forts. Or, les pays africains aiment toujours se rallier derrière les pays forts. Et quand tu es déjà fort, c'est là où tu vas partir. Voilà pourquoi Museveni et consorts, comme ce sont les États-Unis qui sont forts, ils vont commencer à exploiter certaines personnes. Les Savimbi étaient là, il y en a beaucoup. En Afrique, il y en a beaucoup. Alors, parce qu'il faut se poser une question. Une guerre qu'on doit mener contre la RDC, il faut un armement, il faut nourrir les militaires, il faut... C'est tout un grand budget. Kabila aura ça où? Museveni aura ça où? Kagame aura ça où? Il y a des gens qui mais jamais doit répondre rapidement à ça. Où trouvez-vous justement cet armement? Maître, vous avez encore la parole, j'aimerais faire réagir rapidement Benjamin Yakalala. Le processus de guérilla ne demande pas beaucoup de moyens, si vous pensez là. Avec des armes, on peut commencer la guerre. Parce que l'ennemi va vous ravitailler. Quand la population soutient une force rebelle, sachez-le qu'ils seront nourris par la population. Si vous comptez sur les moyens, aucun jour on peut faire une rébellion. Okay? Parce que moi je me rappelle dans les maquis, on n'avait pas beaucoup d'armes. Mais on achetait ça auprès des commandos de Mobutu. Et on a réussi la guerre. Alors, allez-y. C'est là où je suis. Moi, je pense que ce que nous devons comprendre, c'est une chose très importante. Vous savez, quand Kabila est venu, c'est plus que d'abord, s'il a été accepté et consommé, c'est plus que le peuple congolais, Zaïro à l'époque, en avait marre avec Mobutu. Pillage et consort, tout le monde était déjà fatigué, 32 ans c'était déjà beaucoup. Et il a réussi la sympathie et l'accompagnement du peuple. Effort de guerre et consort. Ça, tout le monde le reconnaît. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais je vous dis que la guerre, ce n'est pas facile. Et
pour aller dans ce que vous disiez là, et c'est un peu de contredire mon ami ici, c'est quand il a dit que non, les Rwandais n'étaient pas venus avec Kabila. Ça c'était trop dur. Mais ce n'est pas lui qui a amené les Rwandais. Ça c'était trop dur. Puisque si on doit me rendre dans l'histoire récente, quand vous voyez James Kabarebe devenir chef d'état-major général de notre armée dans ces pays, ce sont des faits qui montrent déjà que les Rwandais avaient une suprématie. Mais Che Guevara aussi a travaillé avec Castro, non? Maître, ce n'était pas le sens des révolutionnaires, et c'est comme ça qu'ils collaboraient, et même avec des personnes venues d'autres pays. Oui. Moi, je pense, pour garder un peu la ligne dans laquelle j'étais en train de démontrer que, en dehors de tout ce que nous pouvons raconter ici, mais il faut savoir qu'il y a toujours des soutiens, il y a certains soutiens qui existent. Et ces soutiens-là sont des différents domaines. Il y a d'abord interne, comme il a dit, l'effort de guerre, le peuple qui vient se lier à un mouvement pour libérer. Il y a aussi l'effort régional sous-régional, là, quand il y a les pays voisins qui doivent vous accompagner. Mais aussi, il y a l'effort international, parce que tu ne peux pas faire la guerre dans des pays ou au monde sans que tu ne sois reconnu quelque part. Il y a ceux qui dirigent ce monde. On a de le voir avec Gaza, on a de le voir avec de l'autre côté, là, Ukraine et consorts. Il y a ceux qui dirigent le monde. Et c'est là où tout se décide. Et si Kabila, Museveni Kagame ont réussi ce qu'il faisait, c'est parce qu'il y avait ça. Rappelez-vous, avec Mobutu, quand il y avait cette guerre entre Kengo et Mobutu, pour faire entrer les militaires rwandais, les réfugiés rwandais avec les armes, ça avait créé des problèmes. Mais ce sont les Occidentaux qui s'étaient imposés. Donc, dans tout ce que nous disons, nous devons tout savoir qu'il y a une part, notre part est là, la part sous-régionale et régionale est là, mais aussi la grande part, elle est internationale, parce que ce sont des qui fournissent armes et consorts. Ça, c'est un aspect très important. Ne pas tenir compte de ça et penser qu'une guerre que vous avez commencé à Massissi va atteindre la capitale demain, là vous vous trompez. Avec la mondialisation aujourd'hui. Peut-être à l'époque, ça pouvait se faire avec les lances et consorts, mais aujourd'hui, là où on a déjà la technologie très avancée, continuer à réfléchir comme ça, c'est se tromper. Il faut mettre les choses en actualité pour comprendre que les petites guérillas qu'on peut commencer dans des brousses et consorts, être convaincu que ça peut atteindre une capitale de plus de 2000 km avec des simples moyens de bord, on se trompe. Donc c'est là où les Congolais doivent comprendre que le rôle que Kabila a joué, bien sûr, il a été utilisé, comme beaucoup déjà le savent. Le professeur Aïe a le dire, on a aussi déjà lu ça. Vous vous rappellerez même, quand vous suivez Bouguera, à un moment il dit que non, c'était pour nous la première fois de voir Mzee Laurent Désiré Kabila. Un homme à chauve qui boitait et qui était à sandal. D'ailleurs, c'est pourquoi moi j'ai porté le sandal aujourd'hui. Je n'ai pas porté ce sandal uniquement parce que je suis en train de penser à Kabila. Un homme à chauve qui boitait. C'était la première fois. Donc, ce sont des gens qu'on a amenés pour faire quelque chose. C'était ça. Vous êtes en sandal, un peu à chauve aussi quand même. C'est ça. Donc, moi, je suis Kabila. Ça, c'était juste pour rire. Kabila a été utilisé, hein, le maître l'a dit, le professeur l'a dit également, recruté. Quelle a été donc la part de la partie internationale, de la communauté internationale dans cette révolution? Moi, je pose la question au professeur Antoine Roger, oui. Ok, merci beaucoup. Dans ma casquette de professeur d'histoire de la République démocratique du Congo, je voudrais corriger certaines anomalies que je venais d'écouter ici. D'abord, je commence par les professeurs parce que Laurent Désiré Kabila, à 19 ans, après l'assassinat de Patrice Lumumba, il a dit que je serai un autre Lumumba. Maman, on vient de tuer Lumumba. Il disait Mobutu. On vient de tuer Lumumba. Moi, je serai un autre Lumumba. Et lorsque je dis que Laurent Désiré Kabila, c'était le seul vrai opposant dans ces pays, parce qu'il a lutté pendant 40 ans. Ça, c'est compromettre. Mobutu a envoyé des émissaires à Laurent Désiré Kabila. Lui dit, bon, revenez, voilà, le pays est dans les gouffres. Le président fondateur a besoin de toutes les filles et tous les fils du pays pour les tirer des gouffres. Et quelle était la réponse de Laurent Désiré Kabila? Qui a mis le pays dans les gouffres? Et vous êtes dans les gouffres et vous voulez que moi je vienne vous rejoindre dans les gouffres? Voilà, professeur. Et après ça,
Bien sûr, vous n'êtes pas loin du royaume, comme disait Jésus. Vous n'êtes pas loin de la vérité. Oui. Oui, après la guerre froide, les choses ont changé. Et Laurent Désiré Kabila a aussi basculé. Oui, c'était un opportuniste, on peut dire. Militaire. C'était un opportuniste. Tous les moyens étaient bons pour lui pour arriver à cette fin-là. Non, ce n'était pas un opportuniste parce qu'il a toujours prêché l'auto-prise en charge. D'accord. L'auto-prise en charge. Alors, j'ai parlé des 300 officiers rwandais et ougandais là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les camps de Mugunga, où aujourd'hui on vient de tuer nos compatriotes, c'était là où se trouvaient les Interahamwe. Vous savez, là où ils se trouvent. Pourquoi, sous un certain commandant rwandais ou ougandais, Dan, il commençait à massacrer les vieillards, les enfants, les femmes et Hutus, jusqu'à l'Équateur. Et puis ici à Kinshasa, ils ont comploté contre Mouzé Kabila pour l'assassiner. Et puis, tout ce qu'ils ont trouvé ici, les voitures, tout ça que Mobutu a laissé directement à Kampala, à Kigali. Et Mouzé Kabila a dit que non, ce n'est pas ça. Il leur a demandé de rentrer. Je ne parle pas de Bouguera. Vous avez parlé de Bouguera. Je ne parle pas de Rouberois, Bouguera, Bizi Makaraha. Parce que nous les considérions comme des Congolais. Ce sont des Tutsis congolais. Et lorsque Mouzé Kabila a demandé aux 300 officiers là de rentrer chez eux, nous étions surpris de voir un certain Bizi Makaraha aller voir Mouzé Kabila et dire que oh, je suis en insécurité, je dois partir. Et la question de James Kabarebe comme le chef. Oui, voilà. Mouzé Kabila lui a dit, mais vous êtes Congolais, non? J'ai demandé aux Rwandais et aux Ougandais de partir. Vous êtes Congolais. Et le 2 août, nous avions vu et appris que nous étions infiltrés au sommet même de l'État. Que les Rouberois, les Bizi Makaraha, les Bouguera qui se disaient Congolais étaient plutôt des infiltrés parce qu'ils ont choisi le camp de l'ennemi le 2 août 1998. Le camp de James Kabarebe. Bien sûr, James Kabarebe avait quelle signature? Il était chef d'état-major ad intérim. Et les Congolais connaissent bien l'histoire que Mouzé Kabila. Moi, j'ai suivi vraiment le parcours de Mouzé Kabila. Je ne l'ai jamais entendu un seul jour dire aux gens que je suis Loubakate ou quoi. Il ne se prononçait pas sur le tribalisme. Et Mouzé Kabila préparait le général Mayele pour prendre la relève. Tous les Congolais le savent. Mais le général Mayele était déjà mort, non? Avant son assassinat. Ah, d'accord. Oui, déjà lorsqu'il était à Kenge. Alors maintenant, James Kabarebe était ad intérim. Il n'avait même pas la signature. Et c'est James Kabarebe qui a été arrêté dans l'antichambre de Mouzé Kabila avec un revolver. S'il avait le pouvoir, pourquoi il chercherait encore à tuer Mouzé avant l'événement? Il avait donné ce poste aussi d'abord, c'est ça la question. Pardon? Pourquoi on lui avait donné ce poste de chef d'état-major d'abord? Bien sûr, lorsque Mouzé Kabila est entré avec les 300 officiers, là, y compris James Kabarebe, alors la contrepartie c'était de neutraliser l'Interahamwe. Alors il a confié les commandements à James Kabarebe pour voir comment et, selon l'accord, neutraliserait les Interahamwe. Toute l'armée d'un pays. Oui. Ça. On lui donne l'armée de tout un pays pour neutraliser des Interahamwe qui se trouvaient seulement dans l'est du pays. On ne lui donne pas l'armée de tout un pays. Il était ad intérim. Il n'avait pas la signature. Ce n'est pas lui qui prenait des décisions. Mais Mouzé, sage qu'il était, il dit bon, confions-leur ce commandement-là pour neutraliser les Interahamwe. C'était ça, la sagesse de Mouzé. Voilà. Et c'est pourquoi à Lubumbashi, il s'est autoproclamé président. Parce qu'il y avait des forces externes qui préparaient soit Bouguera, soit autre chose pour prendre la relève. Et un bon nationaliste, Laurent Désiré Kabila ne pouvait pas avaler ça. Vous comprenez? Maître, voilà. James Kabarebe n'était qu'un intérimaire. Moi, je pense que nous devons avoir un peu de cohérence dans ce que nous disons. Je suis cohérent. Vous savez que, vous savez très bien que la question dont nous discutons à l'instant, c'est une question d'État. Et beaucoup de gens nous suivent.
ceux qui connaissent même beaucoup plus que nous sont de nous suivre à l'instant. Ce qui est vrai que nous devons remercier Kabila parce qu'il a accepté d'abord de verser son sang. Peu importe les gens avec lesquels il est venu, il a quand même réussi sa mission. Ce qui doit d'abord nous caractériser, c'est ça. Dire merci à M. Laurent Désiré Kabila, personnellement, voilà pourquoi le monument est devenu international et consort pour les efforts qu'il a fournis. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de corriger les petites erreurs qui ont été commises par l'AFDEL. Je pense que vous avez vous-même suivi le chef de l'État actuel qui a dit que non, on doit nettoyer l'armée. Puisque après Kabila, même si on ne peut pas rentrer trop loin, après le père, c'est le fils qui est venu. Mais le fils, quand nous amène le brassage et le mixage, ce n'était que la suite des erreurs de l'AFDEL. L'AFDEL qui nous a amené les militaires rwandais, qui ont tué notre président de la République, les mêmes ennemis, nous les mixons et nous commençons à travailler avec eux. Donc voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons raisonner dans le sens de chercher comment corriger. Vous aurez la parole. Excusez que je termine. À notre peuple d'avaler des contradictions. Excusez que je termine. Vous aurez la parole, professeur Antoine. Moi, je pense ceci. Les erreurs sont partout. Mobutu a commis des erreurs. Lumumba a fait autant. Chaque régime a des erreurs qu'il commet. Il revient maintenant au régime qui vient de corriger les erreurs là. Ce qui se passe à l'Est aujourd'hui, personne ne peut le tolérer. Personne ne peut le tolérer. Mais nous devons maintenant savoir les causes. Ce sont les séquelles de ce mixage et brassage que nous subissons aujourd'hui. Les militaires de notre pays sont venus chez nous, ils ont infiltré notre armée, et voilà le mal qu'ils nous font. Maintenant, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour corriger ces erreurs-là, pour qu'elles ne puissent plus résister. Moi, c'est ça ma logique. Benjamin Yakalala, à l'époque, relation qui vraiment là-bas, rwandais, est-ce qu'on pouvait ressentir justement un peu certaines trahisons en eux, in fine? Là, on a corrigé. Ce n'est pas corrigé, avec ça. Kulutu, ce n'est pas technologie de se battre sur terrain. C'est patriotisme. Aimer d'abord son pays, aimer les autorités. Technologie, on a au lobby. Dans les Massissi, ils ne font pas négliger dans les Massissi. Massissi, ils ont mené les collègues à Kinshasa. Massissi, ils ont la richesse où ceux qui ont M23 Vandeli, cherchés par le monde entier. Ils ne font pas minimiser des choses. Ok? Technologie, non. Il faut d'abord avoir patriotisme. Aimer d'abord le pays, les technologies viennent après. Parce que nos militaires se battent avec des Kalachnikov, lance-roquettes et machine-guns. Ok. La question était comment? Oui, le rapport avec le Rwandais, parce que c'est justement la question. Au monde, j'étais Namaki Amze. On était avec des Rwandais. Je n'ai jamais vu Maki qui bien organisé comme les Kawana. Ok. Même Museveni était là. Il est venu moi, au Maki de Musée suivre la formation. Maki bien organisé. C'était Maki Amze, Laurent Désiré Kabila, ou Bosco Ntaganda. Serge au Rwanda, il était instructeur Nakidot. Soukou, c'était un Ougandais, instructeur Nakidot. Ok, pour soutenir M. Laurent Désiré Kabila, pour former encore une armée jeune. Armée Oyo, Okubandako Yibabiloko a peuplé. Armée Oyo, assurée population. Ce n'est pas comme armée à Mobutu, tu ne peux pas passer avec de l'argent. Oui, le bataillon qui est entré à Kinshasa a été discipliné, on a dit même. Oui. Je te dis que chaque pokwa nyoso, tobanda ki koyo kobanda koyerete, tobanda kovanda bazo l'aksebiso histoire depuis 1960. Pourquoi vous allez vous battre? Ok, c'est pour changer d'abord mentalité. Il y a armée zaïroise d'abord. Les loups, on peut dire ce qu'on peut dire, mais personne n'ignore que l'armée zaïroise et Zalaki, aux Anambon, au Pessangon, l'esprit a bien. Tout ça, il fallait changer tout ça. C'était musée. Et ça, c'était mission. Il y a James Kabarebe, état-major général. Depuis James Kabarebe accueilli, franchement, moi je peux te dire, c'est un bon commandant.
James Kabarebe. Je ne sais pas ceux qui les lots, ils ont un soldat qui n'a qu'à sous vacances, chaque année. On a des vacances, bah, coupé sur $2,500 au qui écoute la famille. Ça ne se fait plus. Papa, tu as un laisse-moi. Terminez vite. On continue. Moi, je te dis. Un officier rwandais. Papa, c'est pas moi qui ai nommé. Alors, Benjamin Nyakalala, c'est qui choque. Benjamin Nyakalala. Un officier rwandais qui dit nos Congolais. Maître, il dit ce qu'il a vécu en tout cas. Il dit ce qu'il a vécu. Moi, j'étais dans l'armée à l'époque de James Kabarebe. Soda Koufi et Bembe Matia qui ne pas na bango. Basali Bomonike Ndekonabino à Koufi. Mais Benjamin Nyakalala, ça choque l'opinion, justement. L'armée n'est pas la politique. Politique, qui est la politique. Moi, j'ai été formé au Centre supérieur militaire. Sous James Kabarebe. Il y avait Yoka. Ezaki na formation à commissariat politique. Commissaire politique, maman, il y a armée. Ok, tu peux résoudre les problèmes avant que la hiérarchie ait. Ça ne se fait plus. Les agents de renseignement qui travaillent même aujourd'hui, ils étaient formés par qui? C'était par James Kabarebe. Il préparait les premiers officiers. C'était prévu dans comme chef d'état-major, c'est ça. C'était prévu. C'était prévu qu'à occuper poste Wana finalement à Kinshasa. Poste à occuper qui? Et pourquoi est-ce que Babalou Kilaki est finalement rapide? Non, tu sais Congo. Et l'autre, c'est les Songi. Même si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, il se bat pour libérer le territoire Nabiso. Ça fait des ans. Il est déterminé. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que pour cela qui est mixage. Non, ce n'est plus les problèmes. Ça fait déjà 5 ans. Président Sissi Manda Ilboso, peuple accordé à Mibale, ok? Chez les Congolais, c'est les trahisons. Congolais, il faut à côté là, Monsieur professeur Arsène Mouaka, est-ce que le professeur Antoine Roger a-t-il raison de minimiser l'apport à la fois des puissances étrangères, du Rwanda, et même en interne ici, l'opposition contre Mobutu? Oui, je voudrais dire que là, comme il est professeur, je vais rentrer dans les principes de l'analyse politique. Allez-y. On ne peut pas faire des analyses politiques qui filtrent les événements. De deux, on ne peut pas faire une analyse politique moniste qui ne voit qu'un seul facteur ou un seul acteur. De trois, en donnant à chaque acteur son rôle, le rôle qu'il a joué, on ne les diminue pas. J'ai bien dit que Laurent Désiré Kabila, c'est un génie. Deuxième chose que j'ai eu à dire, Laurent Désiré Kabila, son combat ne commence pas contre Mobutu pour qu'on lui colle la seule étiquette de plus grand opposant de Mobutu. À 19 ans, oui, contre Mobutu, professeur. À 19 ans, il ne se battait pas contre Mobutu, justement. Je me base sur les faits, je suis prof. À 19 ans, Laurent Désiré Kabila, quand il s'est marié à 19 ans, il ne se battait pas contre Mobutu. Vous parlez à quelqu'un qui a été acteur. J'ai été à la présidence de la République sous Laurent Désiré Kabila. Dans le cabinet du directeur de cabinet adjoint. J'étais un jeune licencié, je venais de finir ma deuxième licence et j'ai été recruté dans le cabinet de Dirkaba Kaningele. Et donc j'ai travaillé avec l'AFDEL. Je parle de choses que je connais et que j'ai vécues. De deux, je parle des choses sur lesquelles j'ai participé à des enquêtes qui ont débouché parfois sur des publications. Et donc, je ne voudrais pas qu'on communique à la jeunesse, parce qu'il y en a qui n'étaient pas nés à cette période-là. Il y en a qui ne pouvaient rien attendre et qui sont en train d'apprendre de nous. Je ne voudrais pas qu'ils apprennent une histoire idéologique, une histoire orientée vers un seul acteur, comme on le fait dans les dessins animés et comme même dans le film où il y a un Chic Norris, où il y a je ne sais pas qui. Nous sommes en train de parler de l'histoire politique de notre pays. Une histoire ne peut pas être écrite par un seul individu. Pas une histoire idéalisée. Exactement, même pas une histoire idéalisée. L'histoire s'écrit concrètement. J'ai dit qu'il y a eu des contradictions entre nos États, des contradictions qui n'étaient pas gérées par Kinshasa. Et mon frère à mon côté, Assé Kadogo,
il l'a démontré. Que les gens ignoraient, quand on disait que Mobutu a pacifié, qu'on dansait pour lui, on ignorait que Fizi était sous occupation du maquis de Laurent Désiré Kabila. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp pour voir justement la présence de ces Oui, mais entre-temps, on se trompe. Oui. C'est-à-dire, à raconter une histoire dominante, on ignore qu'il y a dans la marge d'autres histoires qui se font. Et ce sont ces histoires qui ont fabriqué Laurent Désiré Kabila. On ne dit pas que Laurent Désiré Kabila venait du néant. C'est quand même l'ancien président de la jeunesse, Balou Bakat. C'est quand même un ancien rebelle, Simba. C'est quand même quelqu'un qui a initié un maquis et qui l'a structuré. Et qui l'a géré. Toujours et ce maquis a échoué. Ce maquis a échoué et l'auteur que j'ai cité ici, du maquis de Fizi, Pasteur Cosma Wilungula, qui est professeur à Sciences Po avec moi à l'université de Kinshasa, ce livre-là existe. Il est Moubembe, de Fizi Baraka. Il est lui-même de là. Il a vécu dans sa jeunesse tous ces maquis. Et il a écrit sur ces événements avant 1990. Et le livre a été publié comme tel quand Laurent Désiré Kabila est entré pour qu'on ne dénature pas ce qui était dedans. Ceux qui veulent savoir à quoi ressemblait la gestion de Laurent Désiré Kabila, ils lisent ces livres. Parce que si je cite Che Guevara, on le cite juste parce qu'il a énoncé une phrase. Mais il y a là quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui a été publié au Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, mais qui a été écrit par un Congolais, publié comme tel, puisque j'ai quand même le manuscrit de ce livre qui a été écrit avant 1990. C'est dire que c'est un combattant. On n'a pas choisi quelqu'un au hasard. Laurent Désiré Kabila arrive à Kigali. Je dis bien à Kigali, pas à Goma. Il arrive à Kigali après la chute de Lemera, après l'entrée des Rwandais au Congo. Les discussions sur comment il va diriger, comment il va faire, sous quel label il va faire, ça ressemble à ce qui se fait aujourd'hui avec Nanga. Puisque rien n'est nouveau dans ce qui se passe à l'Est. Le Rwanda, l'Ouganda attaquent, et puis après on réfléchit pour comment congoliser ce qui s'est fait. Et c'est là que j'ai dit, Laurent Désiré, c'est un génie. Puisqu'il veut entrer dans un jeu des gens qui ont programmé selon leurs attentes. Il cherche quelqu'un ou des gens qui vont congoliser la chose. J'ai assisté au recrutement de beaucoup de gens. J'étais à Kinshasa, jeune assistant. J'ai vu comment les gens, on les recrutait pour les amener dans l'AFDEL. Et d'autres, comment on les recrutait aux États-Unis, comment on les recrutait en Belgique, comment on les recrutait en Afrique du Sud. Et donc les gens sont arrivés de partout pour la congolisation d'une rébellion qui était une agression. Et les dénonciations que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour dire c'est le Rwanda qui nous attaque, mais c'est la même chose. C'est ce même discours-là qui a prévalu. Et après est sorti un certain Laurent Désiré Kabila. Il est sorti. Et on a dit c'est congolais. Et à l'époque, le gouvernement de Mobutu n'a pas réussi ce que Tshisekedi a réussi aujourd'hui. C'est-à-dire convaincre le monde entier qu'il s'agit du Rwanda qui attaque. À cette période, on a évolué, on a dit il s'agit de vos choses entre vous Congolais, allez-y. Et c'est comme ça que Laurent Désiré Kabila a conduit la barque. Et vous vous rappelez, quand il proclame qu'il devient président, ce n'est pas une autre personne qui part lire la note. C'est lui-même, Laurent Désiré Kabila, qui dit la personne que vous voyez devant vous, moi, je deviens le président de la République, de la RDC. Il ne pouvait pas oser désigner quelqu'un d'autre, parce que le Rwanda avait son agenda, l'Ouganda avait son agenda. Et d'ailleurs, l'Ouganda et le Rwanda, puisque chacun d'eux avait son agenda, ils se sont affrontés pendant 6 jours à Kisangani, comme pour vous convaincre qu'il y avait plusieurs agendas et qu'il n'y avait pas un seul. Nous devons enseigner l'histoire en rendant la multiplicité, la complexité des faits, plutôt que de vouloir simplifier comme dans un dessin animé ou alors dans une bande dessinée où on fait le jeu d'un acteur. Je le comprends. Vous êtes kabiliste. C'est peut-être pas l'histoire qu'on peut enseigner en Sciences Po, mais est-ce qu'il y a un danger d'idéaliser cette histoire? Oui. Le danger, c'est quoi, notamment? Il y a un véritable... C'est quelqu'un qui rassemble beaucoup plus de Congolais. C'est un rassembleur, c'est un patriote. Oui. Il y a un véritable danger, c'est que les Congolais vont ignorer que nos voisins sont capables de nous produire des gens. Ils sont capables. Si Laurent Désiré Kabila n'était pas nationaliste, nous serions déjà avalés. On serait déjà avalé. Et moi, si je salue sa mémoire, c'est justement puisqu'il a refusé de faire les jeux, non seulement du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres petits voisins, mais aussi des grandes puissances étrangères. Il a refusé, il a opté pour le Congo jusqu'au sacrifice suprême.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je peux accepter de m'arrêter pour dire, non seulement je rends hommage à ces grands, puisque c'est un grand esprit, je rends en même temps hommage à tous ceux qui sont tombés dans cette guerre, du côté militaire et du côté civil, puisque je suis d'abord du Nord Kivu. Nous avons perdu pas mal de gens. Mon frère Kadogo est vivant. Nombreux sont morts. Ils sont morts puisqu'ils rêvaient d'un Congo libre, puisqu'il fallait se débarrasser d'un dictateur. Personne ne pouvait se débarrasser de Mobutu. Personne. Et donc, il y en a qui se sont battus. Il y a eu des Rwandais devant, des Congolais à l'arrière. Et la preuve, c'est qu'on arrive à Kinshasa, c'est lui qui commande. Des Rwandais qu'on pouvait minimiser, comme le dit le professeur Antoine Roger. Non, on ne peut pas minimiser. L'apport du Rwanda de l'Ouganda était capital. Dans l'entrée de l'AFDEL, les éléments qui sont entrés. Mais regardez, je ne vais pas faire ici un jugement de morphologie, mais regardez ceux qui entrent. Hein, comme ça, on ne parle pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des Rwandais, il y a aussi des Congolais. Professeur Antoine Roger. Oui, d'abord, moi, j'ai lu un autre livre du professeur Cosmas, intitulé « Les combats inachevés de Musée Laurent Désiré Kabila ». Voilà. Pourquoi écrirait-il qu'il y a des choses qui sont encore inachevées que Laurent Désiré Kabila a commencé, entre autres, la récupération d'une partie de la RDC cédée au Burundi par Mobutu. Professeur, moi je ne suis pas dans le monisme. Vous et moi sommes d'accord que la contradiction principale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'est l'assassinat de Lumumba. Si le pays est déraillé aujourd'hui, c'est à cause de ça. Ça, c'est la base. Et qui est le responsable pour ça? C'est Mobutu, soutenu par la CIA. Et alors, vous ne pouvez que regarder négativement les 32 ans de Mobutu, parce que c'est lui l'auteur des gaffes, c'est lui l'auteur des malheurs que le pays a connus depuis 1960. Vous ne pouvez pas dire, ah bon, j'ai choisi cette partie, ça c'est comme choisir à la carte. Mobutu a bien fait ici, Tshisekedi a bien fait ici. Non. Soyons conséquents, professeur. On vous reproche notamment de vouloir faire un culte de quelqu'un, de personnalité. Non, ce n'est pas la culte. Ce n'est pas la culte. Vous présentez toujours sous un beau jour. Absolument. Non, ce n'est pas la culte. Parce que le maître aussi a dit une chose. Bien sûr, je parlais de la fin de la guerre froide. Oui. Et quand Laurent Désiré Kabila est venu, bien sûr, il a signé des contrats avec les multinationales, anglo-saxonnes, entre autres. OK? Mais une fois arrivé au pouvoir, il a fait la volte-face. Par exemple, il a demandé aux Rwandais et aux Ougandais, ils sont venus les voir, dit nous voulons des contrats miniers. Il a dit, allez au ministère des Mines. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Kabila nous envoie, nous, au ministère des Mines, pour signer des contrats. Je n'idéalise pas, je vois la grandeur de la personne. Et puis, deuxièmement, Laurent Désiré Kabila a suivi la formation militaire en Chine, pas en Russie. Il a suivi la formation militaire en Chine, pas en Russie. Et alors, une fois revenu au pays, qu'est-ce que Laurent Désiré Kabila a privilégié? L'intérêt national d'abord. Vous parlez du brassage. Mais mon Dieu, maître, vous êtes en train de me surprendre. Parce que le brassage a été décidé à Sun City. Toutes les tendances politiques congolaises confondues étaient là, y compris Etienne Tshisekedi. Et puis, Joseph Kabila a seulement appliqué ce qui a été décidé à Sun City. Et si vous voulez, je peux aller un peu plus loin que Etienne Tshisekedi a déjà pris langue avec Kagame. Depuis l'assassinat de Musée Kabila, on l'a vu passer en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Moi, je suis de Kisangani. Vous parlez de la guerre de 6 jours. Moi, je suis de Kisangani. J'ai oublié de vous apporter la photo où vous voyez Etienne Tshisekedi avec un Kundabatoire et tous les autres. Je peux vous apporter des photos d'Etienne Tshisekedi en séjour pendant plusieurs mois à Kigali. Pendant l'agression. Et alors, voilà
ce qui s'est passé, c'est quoi? L'IDPS s'est dit, nous ne voulons pas vieillir dans l'opposition. Nous voulons aussi l'impérium. Sinon, nous allons vieillir dans l'opposition comme ça et nous n'allons pas goûter les pouvoirs. Et ils sont allés faire des accords, signer des accords avec n'importe quel diable du monde. C'est ça la vérité. Maître Hachi, justement, je voulais demander quelle a été la grandeur, pour ne pas l'idéaliser justement, de Musée Laurent Désiré Kabila et quelles ont été ses faiblesses même, ou ses limites. Oui. Voilà là où nous sommes. Moi je pense que quand on organise quelque chose, on a un objectif. On ne peut pas organiser une histoire sans objectif, sinon on fait l'aventure. Que ce soit l'AFDEL, l'RCD, toutes ces organisations-là ont des objectifs. Mais il faut maintenant comprendre, nous, peuple congolais, nous avons quel intérêt dans ce qui se prépare pour nous? Puisque tout le monde là dit qu'il le fait au nom du peuple congolais. Comme Nanga André prétend le dire aujourd'hui, qu'il le fait au nom du peuple congolais. Mais nous disons, vous faites quelque chose pour nous, sans nous. Et si vous faites pour nous, c'était poison. On a vu ça, le dernier événement malheureux, quand on vient d'enterrer 35 innocents, on en enterre toujours. Pourquoi ce qu'on fait pour nous et en même temps poison pour nous? C'est une question qu'il faut se poser. Je vais répondre à ça. Donc, pour dire quoi? Non, je suis avec l'ami. Donc, moi, je dis que je suis en train d'épouser ce que le professeur Arsène Mouaka a dit. La grandeur d'esprit de Musée Laurent Désiré Kabila, sa détermination, ses qualités. Donc, moi, je pense que c'est ce qui devait nous servir de leçon, nous. Nous qui sommes encore en vie, nous qui nous disons, nous qui nous appelons politiciens, nous devons tirer leçon de cette attitude-là. Quelle a été la beauté de la politique de Laurent Désiré Kabila avant-ci? Voilà pourquoi, dans une de mes pensées, j'avais dit un jour que si les politiciens congolais pouvaient tirer leçon de la mort des héros nationaux, Lumumba et Kabila, et de leur esprit de sacrifice, mais également de la mort de Mobutu, ce pays serait très loin. Parce que Lumumba, c'est quelqu'un qui a accepté de sacrifier sa vie pourvu que l'indépendance soit là. D'ailleurs, un jour, j'avais dit que Lumumba a été Premier ministre pendant 6 mois. Mobutu a été président de la République pendant 32 ans. Mais sur l'échiquier international, quelle est la personne qui pèse? Mobutu qui a fait 32 ans au président de la République, mais Lumumba qui n'a fait que 6 mois comme Premier ministre. Vous passez partout au monde, c'est Lumumba. Donc, pendant peu de temps, avec son esprit de sacrifice, son courage, sa détermination, il a fait autour du monde une valeur exceptionnelle. C'est autant que Laurent Désiré Kabila, il a épousé ça. Mais comme il y avait déjà une évolution de la situation que Mobutu vivait n'était pas celle que... La situation de Lumumba n'était pas la même que celle de Laurent Désiré Kabila, puisque Lumumba, lui, c'était contre les Belges, mais au moins, Kabila, lui, est venu contre son propre frère congolais, Mobutu. Donc, il y avait déjà des situations différentes. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, le valeur de Laurent Désiré Kabila sont connus. Il a enseigné beaucoup, comme il a parlé de commissaires politiques et consorts. Tous nous sommes passés par cette formation-là. Moi, j'étais formé comme commissaire politique. On a appris les tiges digestifs, on a presque tout appris avec l'AFDEL. Malheureusement, on n'a pas si pérennisé ça. Voilà. Après sa mort, il y a un clivage. Et c'est là où tout est perdu. Tout ce qu'il avait amené comme idée, tout ce qu'il avait amené comme mode de gestion, personne n'a si pérennisé ça. Et c'est là où il y a le danger. Donc, ce que je peux qualifier de négatif chez Laurent Désiré Kabila, il n'y en a pas assez, à part cette opposition farouche et moins stratégique par rapport aux Occidentaux. Parce qu'il y a les gens qui dirigent le monde. Vous devez aussi savoir jouer avec eux. C'est seulement cet aspect qui a échappé à M. Laurent Désiré Kabila. La politique, c'est aussi un jeu d'hypocrisie. S'il pouvait jouer l'hypocrisie avec les Occidentaux, je pense qu'il serait encore là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que fait Tshisekedi maintenant aussi? Bon, souffle le chaud et le froid en même temps. Tshisekedi est dans une situation où il d'abord il hérite une situation, un régime
qui a fait 18 ans, lui qui a fait 32 ans d'opposition aussi, si on peut le dire ainsi, il vient travailler, oui, mais il ne veut pas exploiter les acquis. Il veut créer de nouveaux acquis. C'est là le problème. Donc tout ce que les autres ont fait, ce n'est pas bon. Or, il y a un principe de continuité qui existe. Le président Tshisekedi pouvait dire, bon, qu'est-ce qui a été fait de bon par Mobutu, par Kabila le père, par Kabila le fils? Ok, voilà les acquis. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour améliorer ça? Pourquoi les salaires des militaires n'étaient pas bien payés? Pourquoi les assistants? C'était ça des questions qui devaient se poser. Parce qu'on le suivait pendant ces différentes interventions avant qu'il devienne président. Il promettait presque tout. Mais on n'a pas compris comment, au pouvoir, bon, les histoires n'ont pas pris la ligne qu'il lui-même proposait ou bien promettait au peuple congolais. Bon, dire qu'il joue les chaud et le froid avec les Occidentaux, on le voit, c'est ça la politique de presque tous les présidents africains. Si tu ne sais pas faire ça, tu ne fais même pas 10 jours au pouvoir. Ça, c'est connu. C'est une réalité il ne faut pas qu'on se la cache. Tu ne peux pas diriger un grand pays comme la RDC sans être en bonne relation avec les pays occidentaux. Non, c'est un éclair d'œil, on ne te verra plus. Donc, s'il fait ça, il faut qu'il le fasse pour l'intérêt du peuple. Et là, pour maintenant parachever mon idée, j'étais en train de demander à nos amis qui ont toujours pensé, parce que nous avons constaté un aspect qui nous touche un peu. Nos amis de l'UDPS pensent que le président Tshisekedi est parti à l'UDPS. C'est là où nous sommes un peu en difficulté. Tshisekedi était président de la République. Il est au-dessus de tous les partis politiques. D'ailleurs, il a même déjà laissé son parti politique à Kabouya, qui explique les affaires, qui gère les partis. Malheureusement, nous voulons garder Tshisekedi dans la coquille de l'UDPS. C'est là l'erreur que nous commettons. Nous devons sortir Tshisekedi de la coquille de l'UDPS pour dire que c'était président de toute la République. Voilà pourquoi nos amis de l'UDPS, vous savez même, j'ai même suivi dernièrement Mouzé Kabouya, honorable Kabouya, on l'appelle double brassard parce qu'il était élu sénateur et député national. Quand il dit que non, l'UDPS peut même prendre les bureaux du président de l'Assemblée nationale, tout leur appartenait. Je dis, ce sont des langages qui tendent à montrer aux autres que ça ne va pas. Et ces venin-là semblent se développer. L'honorable Mouaka sera d'accord avec moi. Avec les théâtres qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec la composition du bureau de l'Assemblée, des bureaux définitifs. Donc, les gens veulent s'accaparer le pouvoir, l'État, comme si les autres n'existaient pas. Nous devons lutter contre ça. Alors peut-être une dernière question avant de prendre Benjamin. Vous dites que l'histoire se répète. Hein. Achille, je suis toujours avec vous, maître Achille. Oui. L'histoire se répète avec ce qui se passe maintenant dans l'Est du pays. Mais pourquoi c'est toujours soit le Rwanda ou l'Ouganda qui reste acteur majeur dans cette région-là et qui utilise les Congolais comme des pions? Pourquoi? Voilà maintenant la question la plus primordiale. Moi, je me dis, quelqu'un qui a été président d'une institution, une grande institution comme la CENI, en RDC, et aller finir en brousse comme président d'un mouvement rebelle pour commencer à voir le sang de tes frères et sœurs couler, ce n'est même pas la trahison, ce n'est même pas l'aberration, je ne sais même pas les termes que je peux utiliser à ce sens-là. Moi, j'ai voulu que le Rwanda, c'est l'un des territoires de la RDC. Si tu vois la superficie du Rwanda, je me dis que Walikale, le territoire de Walikale, est plus vaste que le Rwanda. Or, la RDC a 145 territoires. Donc, on peut considérer le Rwanda comme un des 145 territoires de notre pays. Comment un petit pays peut nous agenouiller comme ça? Il y a quoi autour de ça? C'est parce que nous-mêmes, Congolais, nous vendons moins cher. Nous nous exposons avec ce que j'ai appelé les antivaleurs. On a pris un poids. C'est pas ce qu'a évoqué récemment aussi. Il a dit la trahison, les antivaleurs, la bassesse, tout ça. Oui. Donc pourquoi le Rwanda fait ça? C'est parce que le Rwanda a trouvé dans les Congolais des faiblesses. Et ce sont ces faiblesses-là que le Rwanda exploite. On t'appelle, tu es président de la CENI, viens ici, tu seras président des mouvements rebelles et tu acceptes. Si tous les Congolais s'opposent contre cette histoire-là, ça va aller où? Si tous les Congolais disent non, en tout cas, Makamarabi, au Rwanda, Toboyi. Nous restons Congolais, nous allons traiter nos questions à l'interne comme Congolais. Ça ne peut pas passer. Donc, c'est nous-mêmes qui créons des schémas. Et ces schémas-là sont de deux dimensions. La première dimension, c'est le sentiment de chercher facilement le pouvoir. Donc, les gens pensent que je deviendrai aussi président, je deviendrai aussi ceci, et si j'ai Mali, au Rwanda. C'est ça le premier plan. Le deuxième aspect, c'est maintenant quand nous-mêmes qui gérons, nous ne parvenons pas à être modèle. Ça reporte les uns les autres. Ils disent non, voilà ce qui est même faux.
Voilà ce que les gens qui dirigent font. Nous voulons corriger ça. L'ennemi profite de nos faiblesses pour dire que non, voilà, ils détournent, voilà ce qu'ils font. Nous voulons vous amener un bon schéma pour lutter contre ça. Donc, nous devons avoir des attitudes. La première attitude, c'est d'abord d'être nationaliste et patriote pour éviter de tomber dans les pièges